Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. Ils sont plus de 575 000. Les malades longue durée font la une de l'actualité. Ils sont au cœur d'une foire d'empoigne entre le gouvernement, l'INAMI et les mutualités. Alors nous allons nous intéresser dans cet épisode à ceux qui se cachent derrière cette étiquette, aux raisons de leur inactivité et aux difficultés de les réintégrer sur le marché du travail. Nous tenterons enfin d'explorer les pistes qui se présentent aux entreprises pour mieux prévenir d'éventuelles maladies ou préparer un retour à l'emploi. Je suis Loïc Streuss, vous écoutez Perspective, un podcast de la rédaction de Trends Tendance. Gretel Schrijvers, bonjour. Vous êtes CEO du groupe Mensura, qui est spécialisé dans le bien-être des employeurs et du personnel. Vous vous êtes penché sur la question des malades longue durée. Avant toute chose, qu'entend-on par malade longue durée ? Bonjour. Alors, malade longue durée, ça veut dire en fait des personnes qui sont en maladie depuis plus d'1 an. Alors ça, c'est vraiment la définition de la maladie longue durée. Fin 2025, ils étaient 576 643. Ça regroupe salariés et indépendants. Exact. Ces gens étaient en incapacité de travail et percevaient une indemnité. C'est un record. Comment peut-on expliquer ces chiffres croissants ? Oui, et en fait, en réalité, c'est encore pire parce qu'on n'y compte pas toutes les personnes qui font partie du service public. Alors ça, c'est encore un secteur qui n'est pas repris dans ce chiffre-là. Alors en réalité, on parle de chiffres encore beaucoup plus élevés. Le record, ben oui, c'est quand même inquiétant parce que ça fait des années que le chiffre monte. Je vois dans les journaux qu'on parle quand même d'une amélioration, que c'est mieux cette année-ci parce que ça... Oui, la progression cette année-ci est inférieure à celle qu'on a connue les autres années, en tout cas ces 20 dernières années. Grosso modo, c'est 1,6 en 2025 contre 3 habituellement, c'est cela hein ? Oui, tout à fait. Maintenant, voilà, on peut être positif, mais il y a quand même un bémol, je crois, parce que le groupe reste quand même très, très important. Et on voit quand même une augmentation aussi chez les plus jeunes, au-dessus de 30 ans, ce qui est quand même fort inquiétant. Alors on reviendra sur les catégories de travailleurs, mais ce constat, est-ce qu'il il incarne un mal belge, ou est-ce qu'on voit que chez nos voisins, il y a également aussi des chiffres alarmants ? Oui, si je regarde un peu les chiffres de l'USO, on peut quand même dire que nos chiffres sont quand même le double des chiffres aux Pays-Bas et les chiffres sont 3 fois plus hauts qu'en Autriche ou en Allemagne où la population est quand même beaucoup plus grande. Alors malheureusement oui, nos chiffres sont quand même beaucoup plus élevés par rapport à d'autres pays européens. Et rien que sur les 5 dernières années, il y a plus de 100 000 malades longue durée qui ont été enregistrés. Est-ce qu'il y a un moment où on a considéré que cette courbe s'élevait ? Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi il y a autant de personnes qui, sur les 5 dernières années, se sont retrouvées, on va dire, sur certificat, sur le carreau, j'allais dire ? Ouais. Le plus important, c'est d'aller voir un peu quelle est la cause de cette maladie-là. Et si on regarde un peu les différentes causes, on voit que pratiquement 40% des malades longue durée sont en absence suite à des problèmes mentaux, psychosociaux. Si je regarde uniquement les problèmes de dépression et burn-out, on arrive déjà à 27%. Deuxième cause principale, c'est tout ce qui concerne en fait les problèmes locomoteurs, des problèmes de dos, des épaules, des genoux, etc. Alors si on regarde déjà ces 2 chiffres-là et ces 2 causes-là, je crois qu'il faudra se poser la question, quelle est la raison derrière et quel est l'impact qu'on voit dans le monde du travail et dans la société de manière générale. Vous avez évoqué le burn-out, ça concerne principalement les jeunes. On a pu remarquer que les moins de 35 ans font partie d'une des catégories qui a connu le plus de malades longue durée. Cette catégorie, alors qu'elle vient d'arriver sur le marché du travail, c'est assez étonnant, voire inquiétant. Il y a 2 groupes. Il y a les jeunes, comme vous dites, mais il y a aussi le groupe d'indépendants, qui est aussi connu dans ce groupe de dépression et de burn-out, etc. Maintenant, je crois qu'il faut parler d'un phénomène un peu sociétal aussi.
on est confronté à de plus en plus de pression, et pas uniquement sur le lieu de travail, parce que ça c'est quand même quelque chose que je veux souligner une fois pour toutes. Le burn-out n'est pas uniquement un problème professionnel, c'est aussi un problème lié à la vie privée, où on se met de plus en plus de pression, où on veut faire plein de choses en même temps, où on voit aussi que les réseaux sociaux ont un impact énorme sur l'image qu'on se donne dans la vie privée, et toutes ces choses-là font en sorte qu'il y a moins de résilience quand même chez ce groupe-là, qui se met une pression énorme, que ce soit dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont davantage exposés ? Je prends un peu les chiffres chez Mensura. Chez nous, on voit qu'il y a beaucoup de malades longue durée dans le secteur, par exemple, de titres et services. Ça, c'est un secteur connu pour le grand nombre de malades longue durée. On voit dans le secteur des soins aussi et l'enseignement que les chiffres augmentent d'année en année. Et ce sont des secteurs où il y a beaucoup de pression. On sait que le secteur des soins, par exemple, est sous une pression énorme. Il y a de plus en plus de demandes, il y a de moins en moins de capacités. Alors ça fait en sorte que la pression et le stress lié au travail augmente quand même d'année en année. Alors les régions, elles ne sont pas logées à la même enseigne. Le nombre de personnes en incapacité de travail a augmenté de 80% ces 10 dernières années. Côté wallon, c'est nettement plus qu'à Bruxelles et en Flandre, où on est à plus 50%, plus 20%. Pire, un travailleur wallon sur 7 en âge de travailler est sous certificat, et côté wallon, le mal est profond. Oui, les chiffres le démontrent en tout cas, mais je crois qu'il faut voir un peu l'ensemble. Il faut voir un peu le tissu économique aussi en Wallonie. En Wallonie, il y a beaucoup plus de PME. Et dans les PME, on le sait, c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail adapté si quelqu'un tombe en maladie. Ça, c'est une première chose. Je crois qu'une deuxième cause, c'est aussi le fait que le type de secteur et les secteurs en Wallonie sont différents qu'en Flandre. Il y a plus de travail lourd, de travail physique, la pénibilité du travail est effectivement différente, et ça peut aussi avoir un impact sur le nombre de malades en longue durée, quoi. C'est pas une question de médecins qui sont plus conciliants ou de médecins conseils qui sont moins nombreux. On sait qu'il y a un débat autour justement des mutualités et là aussi les mutualités elles tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on n'a pas assez de médecins conseils pour contrôler tout le monde. Je crois que tous les médecins ont eu la même formation et que tous les médecins savent l'ampleur de cette problématique-là et qui prennent des décisions franchement en fonction de la situation et de la situation du patient. Alors je ne crois pas que ça c'est la cause des chiffres qu'on découvre aujourd'hui. Alors le coût pour l'État, il approche les 10 milliards d'euros par an et l'objectif de Frank Van den Broek, ministre de la Santé, c'est de faire une économie de près de 2 milliards et pour ça il veut réactiver 100 000 personnes d'ici 2029 sur le marché de l'emploi. Est-ce que cette ambition vous paraît réaliste ? C'est même pas une question si cette ambition est réaliste, je crois que c'est une nécessité et voilà, on va devoir mettre tout en place pour y arriver. Maintenant, il faut faire attention parce que je sens et je l'entends aussi de la part de nos clients des entreprises, on met de plus en plus sur le dos des employeurs. Les employeurs doivent déjà intervenir financièrement le 2e, le 3e mois au niveau de l'indemnité de la maladie. Ça va encore augmenter, on va ajouter le 4e et le 5e mois. Et moi j'ai toujours dit, c'est une porte ouverte à encore d'autres mesures sur le dos de l'employeur. On sait qu'aux Pays-Bas, l'employeur paye 2 ans de salaire garanti. Au moment que j'ai entendu les premières mesures ici, j'ai dit directement, pour moi c'est un premier pas. Peut-être qu'on ne va pas arriver à 2 ans de salaire garanti, mais on est quand même à mettre des choses en place pour justement quelque part incentiver et sensibiliser l'employeur. Et là, malheureusement, je trouve qu'il faut que tout le monde soit responsabilisé et pas uniquement l'employeur. Donc si on vous comprend bien, ça risque de coûter davantage aux entreprises dans les années à venir. Tout à fait, et déjà maintenant. Est-ce qu'on a une estimation ? Oui, déjà maintenant, il faut se dire que par travailleur, dans une entreprise, l'absentisme coûte 1 600 €. Ça veut dire que si vous avez 100
travailleur dans l'entreprise, ça vous coûte chaque année 160 000 € d'indemnité ou de coût, en tout cas, coût direct pour l'absentisme. C'est un coût énorme et ça va encore augmenter. Vous disiez justement que les entreprises étaient concernées bien sûr financièrement. On constate surtout aussi que ça ne dépend pas d'une structure à l'autre. En fait, toutes les structures d'entreprise sont concernées, que ce soit une petite ou une grande. Oui, il y a une exception pour les toutes petites entreprises. Eux, ils n'ont pas une responsabilisation au niveau du plan financier. Mais pour les plus grandes entreprises, oui, c'est le cas pour toutes les entreprises, tous secteurs confondus. C'est donc pas un problème de structure, mais de méthode ? Je crois que dans les petites entreprises, en tout cas, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail adapté. Si vous êtes une entreprise de construction et vous avez 5 maçons, qui tombent malades pour des problèmes de dos, trouver un travail adapté, c'est pas si simple que ça. Dans des grosses structures, on a plus de moyens et plus de possibilités. Maintenant, au niveau prévention, parce que ça c'est quelque chose que j'entends très peu dans tous les débats qu'on entend les dernières semaines, au niveau prévention, chaque entreprise, qu'on ait un travailleur ou son travailleur, sont les mêmes. Et là, malheureusement, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur la prévention. Quels seraient les efforts à fournir, par exemple ? Justement, on peut regarder au niveau de l'organisation quels sont les outils pour adapter un peu la pénibilité du travail. Au niveau organisation du travail, est-ce qu'on peut mettre en place un système plus flexible au niveau des horaires, etc. Alors, il y a plein de possibilités, que ce soit au niveau ergonomie, que ce soit au niveau sécurité et autres, pour arriver à éviter quelque part que quelqu'un tombe en maladie. Mais est-ce que les entreprises sont suffisamment informées pour connaître les outils, les acteurs qui peuvent éventuellement les aider et prévenir en amont d'éventuelles absences? C'est très simple. Chaque entreprise ici en Belgique qui a au moins un travailleur est obligée de s'affilier auprès de services de prévention au travail. Alors voilà, chaque entreprise a déjà un service qui est légalement prévu pour les aider et les soutenir dans leur politique de prévention. En même temps, et je vais peut-être aller un peu à l'encontre de mon secteur, la législation et le cadre légal qui est en place actuellement n'est plus adapté aux besoins des entreprises. Nous, on doit travailler dans un contexte qui s'appelle le Codex bien-être au travail. Et je crois honnêtement que là, il y a des changements à faire pour se moderniser un peu et pour s'améliorer et pour justement mettre des mesures en place qui plaisent et qui sont nécessaires dans les entreprises pour prévenir l'absence. Il y a néanmoins des observations, c'est que les entreprises elles-mêmes expriment certaines réticences par rapport à des travailleurs qui sont restés longtemps sur la touche. Ils ne sont plus à jour, ça demande un accompagnement et donc de l'argent, une adaptation. Comment dès lors convaincre, rassurer des entreprises que c'est important de réintégrer des travailleurs qui sont restés longtemps éloignés ? Ça commence en fait dès le premier jour de l'absence. Garder contact avec un travailleur qui est en maladie est primordial pour justement faciliter le retour au travail. Et j'entends encore trop souvent, que ce soit de certains médecins aussi, de certains thérapeutes ou même des partenaires sociaux, qu'on ne doit pas garder le contact avec le patron dès qu'on est en maladie. C'est faux parce que justement, on empêche le travailleur d'avoir justement ce contact social aussi, qui est important pour justement faciliter le retour au travail. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux entités en fait qui s'isolent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Tout à fait. Par mégarde ou par crainte de déranger l'autre partie. Voilà, exactement. Donc c'est un problème de communication au départ simplement. C'est un problème de communication et justement, ce qui est important, c'est aussi de former les responsables dans les entreprises sur le contenu de cet entretien. Parce que je suis tout à fait d'accord, c'est pas au patron de parler des problèmes médicaux avec son travailleur. Désolé, ça c'est le médecin qui doit s'en occuper. Mais rien ne nous empêche en tant qu'employeur de demander comment le travailleur en maladie se comporte, comment ça va, s'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place, etc. Et on a encore trop peur justement de garder ce contact-là qui est primordial pour faciliter le retour au travail. Un travailleur qui est en maladie pendant 3 mois a seulement 50%
de revenir sur le lieu de travail. 50%. Alors garder ce contact est vraiment primordial. Alors, vous avez évoqué cette chance sur 2 de revenir sur son lieu de travail après 3 mois d'absence. Est-ce qu'une fois qu'on revient sur son lieu de travail, est-ce qu'on a des chiffres sur le temps d'adaptation, de réadaptation d'un travailleur sur son lieu de travail ? En tout cas, un retour sur le lieu de travail se prépare. C'est comme un nouveau travailleur, quelque part, qu'on doit accompagner, qu'on doit rassurer, qu'on doit informer de tout ce qui s'est passé entre-temps, etc. Alors, ça se prépare. Et justement, ça se prépare pendant les contacts dans la période de la maladie. Votre collaborateur, justement, Bart Teuwens, s'est penché sur cette question au travers d'un livre intitulé « L'absentéisme, ça se travaille ». Quel type de conseils peut-on retrouver dans ce livre ? Il parle surtout de 3 clés de succès pour la réintégration des malades de longue durée. Et une première chose, c'est la politique d'absentéisme qui est importante dans une entreprise. Si on n'a pas une vision sur ce qu'on veut mettre en place, s'il n'y a pas une politique écrite, si on ne sait pas si on veut réintégrer ou pas, si on veut trouver un travail adapté ou pas dans une entreprise, c'est déjà difficile de mener une bonne gestion de cette problématique-là. Alors ça commence par une politique claire. Deuxième chose, il faut disposer des chiffres et des données pour justement savoir un peu ce qu'il se passe dans l'entreprise. Si j'ai un problème de maladie de courte durée dans une entreprise, ça ne sert à rien de venir avec une politique sur le long terme. Il faut agir d'une autre façon. Mais il y a d'autres choses dans une entreprise qui existent. Par exemple, j'ai peut-être fait une analyse de risques, des risques psychosociaux. Ça me donne aussi des informations qui sont importantes et que je dois mettre en lien avec les chiffres d'absentéisme. Ça, c'est une deuxième chose. Et une troisième chose, je l'ai déjà évoqué, c'est garder le contact avec le travailleur qui est vraiment primordial. Donc 3 clés, ça ce sont les 3 éléments fondamentaux. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on connaît un petit peu moins, qui sont moins en évidence, qui peuvent être facilement mis en place ? Oui. Au niveau des mesures à prendre, moi je parle toujours de 4 niveaux. C'est le modèle IGLO qu'on appelle ça. Il faut prendre des mesures au niveau de l'individu, il faut prendre des mesures au niveau justement du groupe autour de l'individu, au niveau du leadership, au niveau de l'organisation complète. Alors tout ce qu'on met en place doit en fait être établi pour chaque de ces 4 niveaux. Il existe un autre défi, c'est d'autant plus vrai avec cette retraite qui est maintenant passée à 66 ans, c'est l'adaptation des fins de carrière. Est-ce que vous voyez un changement d'attitude dans les entreprises ? Est-ce qu'elles s'adaptent par rapport justement à cette réforme des pensions et à cette présence de travailleurs plus âgés, on va les appeler comme ça ? Ouais. Trop peu, à mon avis. Je crois que justement c'est une richesse d'avoir des personnes avec un certain âge et une certaine expérience dans l'entreprise. Mais faire un travail physique lourd, par exemple, jusqu'à la pension, soyons clairs, c'est pas toujours évident. Mais il faut utiliser cette expertise-là, justement, pour accueillir les plus jeunes, pour justement les former, etc. Oui, voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose que je vois encore trop peu dans les entreprises. Voilà, je crois qu'il y a encore des mesures à mettre en place à ce niveau-là. Oui, ça peut passer, par exemple, dans des entreprises de logistique, sur un recasage dans des travaux de bureau, par exemple. Tout à fait, oui, tout à fait. Au niveau formateur ou autre, il y a d'autres possibilités que de laisser quelqu'un dans le même travail jusqu'à la pension. Et il y a un enjeu, vu que on a constaté justement dans ces fameux chiffres records sur les absents longue durée, que les 65 ans et plus viennent gonfler ces chiffres. Oui, tout à fait. Je raisonne plus, comme vous dites, pour prendre des mesures à ce niveau-là. Eh bien, merci Gretel Schrijvers, on le rappelle, vous êtes CEO du groupe Mensura, spécialiste du bien-être des employeurs et du personnel. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Perspective. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site internet du Trends Tendance. C'était Loïc Streuss. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.